Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. J'ai besoin de votre soutien puisque YouTube, comme vous le savez, tout du moins ceux qui me suivent depuis un moment, invisibilise mes vidéos. Merci encore à tous pour tout cela. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 12 juillet 2025. Et qu'apprend-on en titre absolument étonnant? On a Wang Yi, donc le ministre des Affaires étrangères chinois, qui annonce devant une Kaja Kallas complètement étonnée. Donc, je rappelle que Kaja Kallas est là, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets même, est la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, et on a Wang Yi, donc vieux routard de la diplomatie internationale, bon, lui a donné une petite leçon de diplomatie de haute volée, puisque Kaja Kallas est un tout petit poussin sur la scène diplomatique internationale, et donc lui a dit carrément, franchement, que bon, ben, la Chine voulait que la Russie soit gagnante en Ukraine, car tout simplement, ça permettait de divertir, entre guillemets, les États-Unis et donc d'affaiblir les États-Unis par rapport à une éventuelle future guerre avec Taïwan, donc avec son pays, c'est-à-dire la Chine. Donc une franchise absolument désarmante qui a dû quand même désorienter énormément la pauvre petite Kaja Kallas. En tous les cas, bon, bah, c'est une stratégie, on va dire, de surprise, hein, prendre l'adversaire par surprise. Et cela a bien fonctionné puisque Kaja Kallas, tout le temps de son entretien, s'est faite très petite. En tous les cas, la Chine joue alors, très étonnamment carte sur table. La Chine nous a habitués à énormément de subtilités diplomatiques, à énormément de pondération. Et là, Wang Yi, apparemment, Wang Yi, c'est-à-dire la Chine, a dépassé très largement ce stade. Et là, joue carrément à la Donald Trump, très franc jeu, avec une Chine qui ne cache plus son soutien absolument total de la Russie, exactement comme le montre la Corée du Nord. Donc ça veut dire que la Russie a quand même deux gros alliés de poids et activement en train de l'aider pour sa guerre en Ukraine. Donc la Russie bon, bah, peut se réjouir, c'est sûr, à ce niveau-là, au niveau diplomatique, sans compter bien évidemment que la Russie, comme la Chine, bien évidemment, font partie des BRICS. Et avec les dernières rodomontades absolument ridicules de Donald Trump, hein, qui a été dévoilé par CNN. Donc CNN a dévoilé un enregistrement audio de 2024 où Donald Trump, euh, qui parlait à Poutine et qui parlait à Xi Jinping, a dit respectivement que bon, si ça continuait comme ça, il allait bombarder Moscou à mort. Et à Xi Jinping, il a dit bon, si tu envahis Taïwan, je vais bombarder Pékin à mort. Voilà. Donc on a ce genre de propos complètement outranciers et grotesques de Donald Trump. Alors j'imagine que des gens qui écoutent ça, comme Vladimir Poutine, qui est un fin diplomate, quelqu'un de très intelligent, très cultivé, et je pourrais dire la même chose de Xi Jinping, tout pareil. Donc des gens comme ça qui écoutent un président des États-Unis qui sortent des bluffs, parce que c'est du pur bluff bien évidemment, à un niveau tellement outrancier que les bras m'en tombent, j'imagine leur réaction. Et là on se retrouve un petit peu comme Pierre et le loup, où là Trump se discrédite totalement, en plus de se ridiculiser sur la scène internationale. Je comprends pourquoi ce passage audio a été soigneusement caché et que CNN l'ait retrouvé, et CNN étant un ennemi absolu de Donald Trump.
CNN, là, à mon avis, s'est donné beaucoup de mal pour avoir ce qu'on appelle en anglais the audio tape, c'est-à-dire la bande son de cette conversation. Ils ont dû vraiment se donner beaucoup de mal, CNN, pour retrouver cela. En tous les cas, ça a été donné aux médias à l'international. Malheureusement pour Trump, j'ai envie de vous dire. Malheureusement pour Trump. Et je comprends que Trump, malgré tout, ne s'est pas vanté de ses propos au moment où il les a tenus. Je le comprends. En tous les cas, Trump a fait encore du Trump. Bon, c'est pas la seule chose qu'il a dit qu'il a, pour la énième fois, ridiculisé. La liste commence à être un peu longue. Surtout vis-à-vis de cette affaire Epstein dont tout le monde parle en ce moment. Alors Trump non seulement s'est ridiculisé et discrédité, mais pas seulement pour la Chine et pour la Russie, mais aussi vis-à-vis de ses propres militants MAGA. Et oui, parce que l'affaire Epstein, c'est une grosse affaire aux États-Unis dont Trump et surtout J.D. Vance en ont parlé. Ils avaient promis qu'ils allaient tout divulguer. La liste des clients de Jeffrey Epstein, ça allait être diffusé. C'est surtout J.D. Vance qui a été très bruyant là-dessus, où il avait tweeté à 2 reprises qu'un vrai chef d'État se devait d'être transparent quant à cette affaire-là. Alors évidemment, il a dit ça il y a un moment. Et là, soudainement, alors qu'on devait avoir le fin mot de l'histoire, qu'il y a ne serait-ce que quelques semaines, le gouvernement américain allait nous donner la liste, parce que on a une des responsables qui s'occupe de cette affaire a dit que oui, la liste est sur mon bureau, je vais la divulguer. Et là, aux toutes dernières nouvelles, Trump décide de tout cacher et même d'inverser la tendance en disant non, circuler, il n'y a rien à voir quant à l'affaire Epstein. Alors évidemment, tout le monde se doute que ce revirement à 180 degrés, un énième, bien évidemment, cache de lourdes choses, comme quoi Trump serait éventuellement impliqué directement dans cette affaire Epstein. Il faut rappeler quand même que Jeffrey Epstein et Trump avaient été de bons amis, même si après ils s'étaient brouillés, mais en tous les cas, ce sont 2 personnes qui se connaissaient très bien et qui s'invitaient l'un et l'autre, ne l'oublions pas. Donc ceci expliquerait éventuellement cela, mais le problème c'est que l'équipe Trump, Trump lui-même, J.D. Vance, et pas que, hein, d'autres, Bongino, bon bref, des gens qu'en France on ne connaît pas, mais qu'aux États-Unis on connaît bien, hein, Patel, le nouveau chef du FBI, hein, bon, tous ces gens-là devaient nous divulguer toute l'affaire, et là, tout d'un coup, ces gens-là, qui devaient tout nous révéler, nous disent, ah ben non, effectivement, il n'y a rien, passé, il n'y a rien à voir. Non, non, Jeffrey Epstein s'est bien suicidé dans sa cellule et effectivement, il était tout seul dans cette affaire. Personne n'était mouillé à part lui tout seul. Toute cette affaire de Jeffrey Epstein, il était tout seul. Voilà. Pas de Bill Gates, pas de Prince Andrew, pas de Bill Clinton, personne. Il y avait personne. Alors que pourtant, c'était une des révélations de l'équipe de Donald Trump, il y a quelques mois encore, et dont, je le répète, c'est très important, J.D. Vance était le plus bruyant. Et en plus, cerise sur le gâteau, l'histoire qu'on nous disait concernant Epstein, que les caméras à ce moment-là ne fonctionnaient pas, et ben là on apprend dans ces documents déclassifiés, donc avec la vidéo qui est maintenant visible, que tout le monde peut voir, on apprend que les caméras fonctionnaient en réalité très bien. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il y a 1 minute de vidéo manquante quant à cette affaire de Jeffrey Epstein. Et là, ah bah non, là on a l'administration Trump qui nous dit ah bah oui, bah cette caméra-là a toujours été défectueuse, c'est normal qu'il manque cette minute-là, évidemment, minute qui tombe au moment à peu près où Jeffrey Epstein se suicide, comme par hasard.
Donc là, Trump s'est fait prendre la main dans le sac de mensonges. En plus, là, il est irrespectueux envers sa base parce que Trump disait toujours I will drain the swamp, let's drain the swamp, c'est-à-dire je vais assécher le marécage. Et au final, en gros, on pourrait dire Trump maintenant il pourrait dire mais quel marécage? Il n'y avait pas de marécage. Voilà, il n'a pas de liste de clients, parce que maintenant c'est ce que l'administration Trump dit, il n'y a pas de liste de clients, il a fait toute cette affaire, eh bien il a fait ça tout seul, et on n'a pas la liste, et il s'est bien suicidé dans sa cellule. Bon bref, alors évidemment là on s'écarte de l'Ukraine, mais on parle toujours de Donald Trump là, hein. Donald Trump qui, chaque semaine passant, déçoit de plus en plus ses militants. Donc, il est en train de se comporter comme l'État profond qui le dénonce. Hein, n'oublions pas que ces 180 degrés commencent à lasser sa base. Et oui, quand il y a eu ces deux tentatives d'assassinat sur sa personne, il accusait l'État profond, la CIA, et après, tout d'un coup, il accusait l'Iran. Donc là, on comprenait plus rien à son discours. Et là, le fait qu'il cache des choses, le fait qu'il se battait pour la liberté d'expression et que juste après, il dit bon bah tous les étudiants des grandes universités qui sont pro-palestiniens, bah je les arrête et je les arrête carrément sur le campus. Ouais, par la police, parce qu'ils sont pro-palestiniens. Et cette protection d'Israël qui confine quasiment au fanatisme, sans compter évidemment le fait qu'Israël, accusé de génocide, que Benjamin Netanyahou ait un mandat d'arrêt international pour quasi-génocide, etc., le sort de la Palestine, des Gazaouis, etc. Bon, là, voilà, et lui qui était pour la liberté d'expression, la justice, il veut absolument un prix Nobel de la paix et il bombarde l'Iran. Bon, d'un autre côté, il a bien fait assassiner Soleimani, le général Soleimani, lors de son premier mandat. Donc vous allez me dire, ça change pas des masses en réalité, hein. C'est pareil, le coup d'État au Venezuela avec Maduro, c'était Trump et Mike Pompeo qui essayaient de faire un coup d'État au Venezuela. Donc en réalité, Trump fait du Trump comme il l'a toujours été, en réalité. Et il fait exactement comme il l'a fait dans son premier mandat. Donc pour revenir à l'Ukraine, Trump en réalité n'a jamais changé, hein. Il a toujours agi ainsi, sauf que là on voit tout leader de sa personnalité. Moi personnellement je croyais beaucoup en Donald Trump. Je lui pardonnais son premier mandat en lui trouvant tout un tas d'excuses, comme quoi, bon, il était nouveau, il connaissait pas trop comment ça marchait pour être un vrai président, qu'il a été influencé, manipulé, mais là, ça marche plus, là. Donc, je suis extrêmement déçu de Donald Trump, qui est décevant, toujours plus décevant chaque semaine. Jusqu'où va-t-il aller? Sans compter évidemment ses rodomontades, ses sorties outrancières de plus en plus délirantes, car là on est carrément dans un délire absolument total. J'avoue que les bras m'en sont tombés quand j'ai appris en écoutant la bande son que Donald Trump a dit à Vladimir Poutine qu'il allait bombarder Moscou s'il envahissait l'Ukraine, qu'il allait bombarder Pékin si la Chine envahissait Taïwan. Les bras m'en sont tombés. Les bras m'en sont tombés. Je connaissais le caractère outrancier de Donald Trump, mais à ce point-là, c'est de la clownerie, quoi. C'est d'un ridicule qui confine à la caricature la plus extrême. Bon, et puis évidemment, ce qu'il dit, tout le monde sait très bien que c'est creux et qu'il n'y a rien derrière, que ce ne sont que des mots qui sont vides de sens. Donc, bon, mais bon, il est comme ça, il est au pouvoir et il faut faire avec, en espérant qu'il se reprenne, qu'il grandisse un peu dans sa tête
et qu'il soit moins ridicule. Il faut l'espérer pour les États-Unis, tout du moins. Mais bon, là, malheureusement, il a fait encore une énième sortie. C'est sans fin. Là, encore une fois, les bras m'en sont tombés. Là, il y a une réunion des BRICS et après, qu'est-ce qu'il a dit, Donald Trump? Il a dit, bah, tous ceux qui aideront les BRICS, ils auront 10% de taxes douanières parce que les BRICS, c'est des méchants, ils veulent la dédollarisation et tous ceux qui auront affaire avec les BRICS, qui feront des affaires avec eux, auront 10% de taxes douanières. Pas de commentaires, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après ça, quoi? Bon, bref, retournons à l'Ukraine. Bon, bref, l'Ukraine, beaucoup de choses dans cette vidéo, beaucoup de sujets. On va voir que bah, Trump a fait encore un retournement. Donc, il avait arrêté l'armement de l'Ukraine. Soi-disant, il le reprend, mais ce n'est pas sûr. Là, il a dévoilé qu'il voulait donner 10 missiles patriotes à l'Ukraine. Bon, que c'était quand même à l'étude. Est-ce que ça va vraiment être fait? Je ne le sais pas. Bon, vous doutez bien que 10 missiles patriotes, c'est absolument ridicule. C'est vraiment donner une petite pièce à un mendiant, j'ai envie de vous dire. Ça ne représente rien. Bref, j'arrête là, j'ai assez parlé, on va regarder les articles ensemble. Vous allez voir, il y a beaucoup de sujets divers et variés comme d'habitude, très intéressants. Ne manquez rien, vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses. Allez, commençons. Alors on va commencer par les dernières nouvelles. Donc la dépêche nous dit que guerre en Ukraine, 728 drones, 13 missiles. Jamais l'armée russe n'a attaqué aussi fort en 24 heures depuis le début du conflit. Ça a été publié le 9 juillet. Donc l'armée russe a envoyé la plus grande attaque dans la nuit de mardi à mercredi. C'est la plus grande attaque depuis le début de la guerre, février 2022. Plusieurs explosions étaient entendues dans la capitale Kiev. Là, je vous montre, parce que c'est en premier, il y a marqué guerre en Ukraine, le bilan de l'attaque de drones ukrainienne à Koursk s'alourdit à 4 morts, dont un enfant de 5 ans. Donc il y a eu une attaque précédemment à Koursk de l'Ukraine, évidemment cible uniquement civile, comme d'habitude à Koursk, hein, c'est toujours comme ça, c'est comme à Belgorod aussi, et l'Ukraine ne s'en cache pas, bien évidemment. Donc là, vous voyez qu'il y a une attaque, on va dire, entre guillemets, banale de drones ukrainiennes à Koursk, donc en Russie, 4 morts, dont un enfant de 5 ans. Là, le bilan de 728 drones et de 11 missiles, qu'est-ce que ça a fait? Les Russes ont visé plusieurs régions ukrainiennes, les oblasts de Khmelnytsky, où on dénombre 1 mort et 8 blessés, dans les régions de Kiev, Soumy, Zaporojye, Kherson, selon les autorités locales. La ville qui a pris le plus de dégâts, c'est dans la région de Volhynie, et c'est la ville de Loutsk, donc c'est vraiment dans l'ouest de l'Ukraine. Donc vous notez la plus grande attaque russe qui a jamais été faite en une nuit, 728 drones, 13 missiles. Donc 1 mort et 8 blessés. Bon, l'Ukraine attaque Koursk. On a 4 morts, dont un enfant de 5 ans. Voilà. C'est juste pour vous faire un petit peu l'asymétrie des attaques et ce qui prouve que bah, la Russie attaque, elle, réellement des cibles militaires. Alors évidemment, les cibles militaires peuvent être dans des zones résidentielles, parce que l'Ukraine a toujours fait cela. Hein. N'oublions pas l'article d'Amnesty International que je vous avais montré, où Amnesty International que l'Ukraine se réfugiait dans des hôpitaux et des écoles maternelles. Voilà, je rappelle comme ça, je vous l'ai montré à plusieurs reprises cet article. Donc là, vous notez que bon, 728 drones, 13 missiles, ça fait 1 mort et 8 blessés, quoi. Voilà. Ça, je voulais juste le souligner parce que
C'est très très important par rapport à, oui, la Russie ne vise que des civils, ce sont des barbares, des monstres, etc. Voilà, c'est pour ça que j'insiste un peu lourdement là-dessus. Dans la même veine, on a Newsweek nous dit la Russie frappe à nouveau l'Ukraine alors que Trump s'en prend à Poutine. Là, c'est le lendemain, le 10 juillet. Donc le lendemain. Le lendemain, après l'attaque record russe, qu'est-ce qu'on a? On a le président Zelensky a accusé la Russie d'avoir lancé 18 missiles et environ 400 drones d'attaque lors d'une attaque meurtrière massive dans la nuit du jeudi 10 juillet, ciblant principalement la capitale Kiev et sa région. L'attaque a duré environ 10 heures. Alors une attaque meurtrière massive, l'attaque meurtrière massive, voyons voir. Donc Zelensky a déclaré que l'attaque russe de cette nuit visait également les régions de Tchernigov, Soumy, Poltava, Kirovorad et Kharkov. Les services d'urgence ukrainiens a déclaré que 2 personnes avaient été tuées et 22 blessées. 2 personnes tuées, 22 blessés. Donc c'est comme l'article précédent, 728 drones, 13 missiles, un peu plus de 400 drones, 18 missiles, et le résultat de tout ça, frappe meurtrière massive. 2 morts, 22 blessés. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres commentaires à faire. Mais en tous les cas, ce qui prouve tout du moins que les Russes, au niveau de leur complexe militaire industriel de drones et de missiles, eh bien on voit que ça produit énormément de manière colossale et en tous les cas bien plus que l'OTAN. Alors là, on va passer au gros de l'affaire, hein. Selon cet article MyNews, on a la Chine déclare à l'Union européenne qu'elle ne peut se permettre une défaite russe dans la guerre en Ukraine, selon des sources. Wang Yi déclare aux hauts diplomates européens, c'est-à-dire Kaja Kallas, que Pékin craint que les États-Unis ne se concentrent entièrement sur la Chine. Là, on est très étonné de cette franchise absolument incroyable de Wang Yi, qui est pourtant un diplomate extrêmement confirmé, hein. J'ai envie de vous dire, à part Lavrov, dans le monde de l'excellence de la diplomatie, il n'y a que Wang Yi. Bref, là on a le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré mercredi au chef de la diplomatie de l'Union européenne, je le répète c'est Kaja Kallas, que Pékin ne pouvait pas se permettre une défaite russe en Ukraine, car il craignait que les États-Unis ne déplacent alors toute leur attention vers Pékin, selon plusieurs personnes au courant de l'échange. Vous vous rendez compte un petit peu de cette honnêteté hallucinante, j'ai envie de vous dire, où là il dit carrément à la responsable des affaires étrangères de l'Union européenne, bah écoutez, nous on voudrait que la Russie gagne la guerre, mais bon que ça continue encore, comme ça, que cette guerre s'allonge un petit peu, comme ça nous permet nous de nous renforcer autour de Taïwan, c'est très bien pour nous. Ça appauvrit économiquement et militairement les États-Unis, puisque c'est ça que ça veut dire. Donc ça nous arrange bien. Bref, on a Wang Yi qui est un très très grand diplomate qui a humilié Kaja Kallas, qui est un tout petit poussin sur la scène diplomatique internationale. Évidemment, Kaja Kallas a botté en touche quand il a fait cette révélation fracassante, mais en tous les cas, c'est une humiliation à la face de l'Union européenne, mais aussi peut-être un avertissement si on sait lire entre les lignes, parce que ça veut dire que bon, la Chine est très très clairement l'allié absolu de la Russie, et ça voudrait dire aussi que bon, qu'elle joue bien évidemment carte sur table, et donc ça veut dire aussi pour ceux qui connaissent les arcanes de la diplomatie, que si les États-Unis attaquent la Chine, éventuellement quelques pays européens, ça voudrait dire qu'ils attaquent aussi la Russie, car la Russie aidera la Chine si jamais il y a une guerre entre les États-Unis et la Chine pour Taïwan. Ça veut dire un petit peu cela, hein. On voit mal
si cela arrivait, il faut espérer que non, que la Russie se défile. C'est pas du tout le style de la Russie. Donc nous verrons. En tous les cas, ça a été un grand moment diplomatique à l'échelle internationale. C'est à marquer d'une pierre blanche. Alors ici, on a Anadolu Ajansi qui nous dit: le chef de l'OTAN affirme que la Russie ciblerait l'Europe si la Chine attaquait Taïwan. Routeux affirme que Xi Jinping appellera probablement Poutine pour occuper l'OTAN en Europe avant de lancer une opération militaire contre Taïwan. Il exhorte les alliés européens à augmenter leurs dépenses de défense. Donc c'est, je suppose, en réponse à ce qu'a dit Wang Yi, comme je viens de vous le dire, qui disait de manière très franche que la Chine soutiendrait la Russie jusqu'au bout, puisque ça l'arrangeait bien que l'Occident, les États-Unis en particulier, se battent en Ukraine et envoient des armes à l'Ukraine, parce que ça affaiblissait les États-Unis, ça les arrangeait bien. Et là, je suppose que Routeux rebondit vis-à-vis de cela, et c'est pour ça qu'il dit que la Russie pourrait cibler l'Europe si la Chine attaquait Taïwan. Ça donne de nouvelles billes à l'OTAN pour dire regardez, voilà, il y a encore une autre raison avec laquelle Poutine voudrait envahir l'Europe. On en est là, hein, on est dans le grotesque le plus énorme, mais bon, on en est là, quoi. Avec Routeux, c'est toujours comme ça, de toute manière. Lui, il a qu'une seule chose en tête, on a l'impression que c'est son seul rôle, c'est de faire peur, hein, de brandir la menace russe qui déferlerait sur l'Europe. Lui ne dit que cela, chaque mot qu'il prononce, à chaque fois, c'est la Russie va envahir l'Europe. Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Là, on a Eurasia Daily qui nous montre le deuxième gros titre de cette vidéo, c'est-à-dire les États-Unis s'en vont vraiment. BlackRock a ruiné les espoirs de Zelensky et Yermak d'après un député. C'était au 8 juillet. Le refus de BlackRock de créer un fonds pour la reconstruction de l'Ukraine sur lequel Vladimir Zelensky, donc le président de l'Ukraine, et le chef de la présidence, c'est-à-dire le directeur de cabinet de Zelensky, Andriy Yermak, fondait de grands espoirs, témoignent d'un véritable retrait des États-Unis d'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le député de la Verkhovna Rada, Alexander Dubinsky. Selon lui, il s'agit d'un signe éloquent de l'évolution de la stratégie américaine. Nous assistons à l'émergence d'une nouvelle réalité. Alors bien évidemment, c'est un signe qui ne trompe pas, c'est un symbole absolument énorme. Ça veut dire que le poulain, l'Ukraine, est lâché en race campagne, car évidemment, on ne parie jamais sur un poulain qui va perdre, de manière certaine en plus. Donc Zelensky doit être extrêmement déçu parce que il avait assuré l'exclusivité de la reconstruction de l'Ukraine à BlackRock. Donc des centaines de milliards d'euros, de dollars, on ne sait pas, auraient afflué en Ukraine. Et évidemment, Zelensky et ses compagnons en auraient profité pour s'engraisser de manière absolument gigantesque. Hein, parce que je suppose que c'était le plan de Zelensky dès le début. Zelensky, qui, ne l'oublions jamais, faisait partie des Pandora Papers. Ne l'oublions jamais. Donc un escroc de la pointe de Zelensky, vous vous doutez bien qu'il aurait pris sa part de tous ces milliards et milliards concernant la reconstruction de l'Ukraine. Bon, bref, tout est terminé pour l'Ukraine, même au niveau de sa reconstruction. Alors, troisième gros titre, on a Newsweek qui nous dit au 9 juillet, Donald Trump a menacé Poutine et Xi Jinping de bombarder Moscou et Pékin. Selon un document audio qui a été révélé par CNN, on va voir ça, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait averti séparément le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping qu'ils bombarderaient leurs capitales respectives si l'un d'eux envahissait leur voisin.
selon une diffusion audio récemment diffusée par CNN. Le président américain a été enregistré lors d'une collecte de fonds privés en 2024, racontant ses conversations avec Poutine et Xi. J'ai dit à Poutine, si vous entrez en Ukraine, je bombarderai Moscou à mort, a-t-on entendu dire à Trump. Racontons sa version de leur conversation. Il a également déclaré à Xi qu'il avait menacé de bombarder Pékin à mort si ce dernier envahissait Taïwan, l'île autonome que la Chine revendique comme sienne. Donc vraiment, là, ça montre le côté, malheureusement, ça me peine de le dire, mais le côté clownesque de Trump qui décidément ne peut pas se départir de ce rôle-là, où il passe, excusez-moi de le dire, mais pour un idiot à l'échelle internationale. À chaque fois, il y a des nouvelles révélations. Là, c'est du 9 juillet. Il passe vraiment pour quelqu'un qui est complètement discrédité, pour parler correctement. Il est complètement discrédité, mais que vaut la parole de Trump? D'autant plus quand on parle d'un Vladimir Poutine ou d'un Xi Jinping, c'est-à-dire des gens très fins diplomatiquement, très intelligents, qui ont une grande culture, entendre le président des États-Unis se décrédibiliser de la sorte, pour ne pas dire se ridiculiser de la sorte, sachant très bien qu'il bluffe, bien évidemment, ça va mettre les États-Unis en position d'énorme faiblesse, puisque toutes les futures menaces de Trump, quand on sort des âneries pareilles, tomberont à l'eau. Toutes les prochaines menaces de Trump tomberont à l'eau. Hein, c'est l'histoire de Pierre et le loup, là, ici. Hein. Sauf que là, on parle du président des États-Unis. Hein. Pauvre Amérique, pauvre Amérique. Alors là, un article de Politico qui est très édifiant concernant la personnalité de Donald Trump. Là, on a pourquoi l'Europe ne fait pas confiance au dernier revirement de Trump sur l'Ukraine. Les alliés des États-Unis en Europe craignent que le soutien américain à l'Ukraine soit inconstant et que l'administration Trump réduise son déploiement de troupes sur le continent. Alors qu'est-ce qui a amené Politico à faire cet article? Eh bien, tout simplement parce que Trump, dernièrement, il a été scandalisé, entre guillemets, hein, et hypocritement, bien évidemment, face aux attaques massives de drones et de missiles en Ukraine. Et il est vraiment, vraiment pas content envers Vladimir Poutine, car Vladimir Poutine fait beaucoup de morts et Trump ne supporte pas qu'il y ait des morts en Ukraine. Alors, bien entendu, Trump supporte parfaitement bien le fait que Netanyahou, son grand ami, soit condamné par la Cour pénale internationale pour un quasi-génocide. Qu'Israël fasse un génocide en Palestine, ça ne le dérange pas du tout. Qu'il y ait en réalité plus de 100 000 morts de Gazaouis, parce que c'est ça hein, les derniers chiffres. Hein, il y a les chiffres officiels de 54 000 morts, mais il y a tous ceux qu'on n'a pas retrouvés dans les décombres, qu'on n'a pas comptés. Donc l'ONU dit qu'il y en aurait entre 110 et 120 000 morts de Gazaouis en réalité, et peut-être même encore beaucoup plus. Donc tout ça, ça ne le dérange absolument pas Trump. Par contre, qu'il y ait des morts en Ukraine du fait des missiles et des drones russes, alors ça le touche profondément. Donc vous voyez l'extrême hypocrisie, donc, et l'Union européenne sait très bien ce que pense en réalité Donald Trump. Là, c'est uniquement pour le spectacle, hein, c'est pour ne pas perdre la face. Il n'en a absolument rien à faire de l'Ukraine. Et d'ailleurs, il l'a répété déjà à plusieurs reprises pendant la campagne présidentielle et même peu de temps après. En plus, ça a été bien souligné par J.D. Vance. Bref, là, cette nouvelle aurait pu regonfler le moral de l'Union européenne, mais il n'en est rien, parce que l'Union européenne connaît très bien Trump. Et là, Politico résume très bien et dit « Les alliés européens de l'Ukraine entendent enfin le message ferme envers la Russie qu'ils attendaient du président Donald Trump. Mais ils n'y croient pas. Dans les capitales européennes, un sentiment de choc règne face au récent revirement de politique
de l'administration vis-à-vis de l'Ukraine, et une certaine confusion règne quant à savoir qui mène la danse au Pentagone. C'est vrai, bon, il y a un triumvirat dans les sphères du pouvoir ultime aux États-Unis, c'est le gouvernement, la CIA et le Pentagone. C'est ça le triumvirat. Et on ne peut pas dire qu'il y en ait un qui soit plus fort que l'autre. Hein, le président US n'a pas tous les pouvoirs, loin de là. Il y a ces deux entités qui font un petit peu ce qu'ils veulent en réalité. Et en particulier la CIA, hein, qui est quasiment un État dans l'État. Mais bon, c'est une autre histoire. En conséquence, les gouvernements se préparent à de multiples scénarios, ce qui complique l'élaboration d'une stratégie ukrainienne, alors que la politique étrangère de Trump semble évoluer au gré des caprices de sa volonté. Et ça, c'est vrai. Il change à 180 degrés comme ça, quand ça le chante. Bref, selon l'humeur, l'improvisation. Trump pourrait, par exemple, prendre de nouvelles mesures contre la Russie, ou encore stopper l'approvisionnement en armes de l'Ukraine, voire retirer les troupes américaines qui soutiennent les défenses européennes. Eh oui, effectivement, là je suis pour une fois complètement d'accord avec cette analyse. Là, Trump, paraît-il, et je dis bien paraît-il, aura accepté de livrer 10 missiles patriotes à l'Ukraine, parce qu'il voudrait que l'Ukraine se défende contre la Russie. Hein, c'est le minimum, hein, d'après Donald Trump. Il veut que l'Ukraine se défende. Bon, donc continuer de donner des armes à l'Ukraine. Bon, il a bien précisé que des armes défensives. Hein. Il a bien précisé cela. Donc 10 missiles patriotes, donner que des armes défensives. Mais bon, on connaît Trump. Faut voir les vraies livraisons sur le terrain. Hein. N'oublions pas que précédemment, il avait dit non, nous on peut plus donner de missiles patriotes, ni d'obus, ni de missiles Hellfire. Voilà, donc c'était bien précisé. Hein. Donc est-ce que vraiment il va donner des missiles patriotes à l'Ukraine? En vrai, j'entends en vrai. Bon, personnellement, je n'y crois pas du tout. Bon, nous verrons bien. Alors maintenant, quant à l'Union européenne vis-à-vis de Donald Trump, bah, c'est bien que l'Union européenne, là, soit lucide quant à ce qu'est capable de faire Donald Trump, c'est-à-dire tout et n'importe quoi. Là, au moins, l'Union européenne fait une analyse lucide, pour une fois, de Donald Trump. Alors ici, un article du Kyiv Independent qui date du 28 mai dit « La Russie mobilise 40 000 à 45 000 soldats par mois et l'Ukraine entre 25 000 et 27 000 par mois selon Zelensky. » Alors les chiffres sont, côté ukrainien, sont évidemment archi faux. Et ils sont même faux côté russe, hein, ils sont surestimés. Donc là, Zelensky surestime côté russe, puisque là, Medvedev, au 1er juillet, a fait une conférence au Kremlin où il a dit qu'en réalité, il y avait entre 35 000 et 38 000 volontaires par mois en Russie, et non pas 40 000 à 45 000 comme le dit Zelensky. Alors maintenant, côté ukrainien, alors là, je n'ai pas de source exacte. Là, Zelensky nous dit entre 25 000 et 27 000 par mois. Évidemment, personne ne croit ce chiffre-là. Ce chiffre-là, faut le diviser à minima par 2, voire même par 3. Bien sûr qu'il n'y a pas autant de volontaires par mois en Ukraine. Ça, c'est le chiffre dont Zelensky rêverait d'avoir pour l'Ukraine. Mais moi, d'après tout ce que j'ai lu concernant l'Ukraine, c'est une catastrophe absolue. J'ai même lu dans certains articles, alors évidemment, ce sont des Ukrainiens opposants à Zelensky, qui disaient qu'en réalité, il n'y avait pas plus de 2500 à 3000 volontaires par mois. Bon, alors bon, c'est peut-être archi faux aussi, hein. Mais en tous les cas, en aucun cas, il y aurait allez, 26 000 volontaires par mois en Ukraine. En aucun cas. À minima, faut le diviser par 2 en étant gentil. Hein. Je dis bien en étant gentil. Alors, toujours en rapport avec le nombre de soldats qui est absolument catastrophique en Ukraine, on a un colonel autrichien qui s'appelle Reiser, R-E-I-S-E-R,
qui nous parle justement du problème du nombre de soldats en Ukraine. Écoutons-le, je vous traduis en français. Bleibt nach wie vor die Situation deswegen angespannt, weil die Ukraine La situation est tendue en Ukraine. einfach zu wenig Soldaten hat. Und wenn Sie Il y a bien trop peu de soldats. sich anschauen, was die Kommandeure berichten in den sozialen Netzwerken oder was auch. Donc il y a des commandants ukrainiens qui disent cela sur les réseaux sociaux. Vor 14 Tagen habe ich telefoniert mit einem ukrainischen Kameraden. Là, il dit qu'il a eu un collègue, donc un colonel ukrainien, il y a 14 jours. Ich höre, ist, dass einfach die Gefechtsstreifen völlig qui lui disait que les équipes de combat étaient complètement distendues. sind. Aber Sie haben also hier eine Brigade mit einem Gefechtsstreifen von 25 bis 30 Kilometern. Das ist viel zu viel im Wesentlichen. Donc là, il dit qu'il y a une brigade, par exemple, qui est étalée sur tellement de kilomètres que c'est beaucoup, beaucoup trop. Wenn man bedenkt, dass die Brigade nicht die 5000 Mann hat, die sie haben sollte, sondern sans compter qu'en plus, les nombres de brigades qui devraient être de 5000 hommes, d'après les standards ukrainiens, sont en fait pas du tout de 5000 hommes. auf 2500 herunten ist. Et là, il dit en réalité, la brigade a fait entre 2000 et 2500 hommes. Bref, on a ce colonel autrichien qui dit que le nombre de soldats ukrainiens est bien trop faible. Mais bon, ça fait plus de 2 ans que je vous le dis. C'est vraiment pas un scoop. Là maintenant, ils osent le dire dans les médias parce que le mur des réalités est devenu tellement voyant que, sauf à perdre sa crédibilité totale, ils sont obligés de dire la vérité maintenant. Là, on a un article du Wall Street Journal qui est intéressant dans ce grand article pour une seule chose en réalité, c'est ce que pensent les États-Unis du nombre d'enrôlements par mois concernant les soldats russes. Donc là, on a ici, les États-Unis estiment qu'il y a environ 30 000 Russes qui s'enrôlent chaque mois, et c'était 25 000 l'été dernier. Il y a des officiels du renseignement européen qui disent que en réalité, maintenant, il y aurait 40 000 soldats qui s'enrôlent par mois. Donc ça correspond à peu près à ce que dit Medvedev, qui disait entre 35 000 et 38 000 par mois. Et là, maintenant, certains officiels du renseignement européen disent que c'est maintenant environ 40 000 par mois. C'est absolument énorme. Absolument énorme. Donc on peut voir qu'il y a toujours plus de soldats russes qui s'enrôlent. Bon, évidemment, la bonne paye fait que c'est très populaire, bien entendu. Mais pas que, évidemment, il y a le patriotisme qui est très ancré en Russie, qui joue beaucoup aussi. Beaucoup de gens qui s'enrôlent par pur patriotisme et beaucoup qui s'enrôlent surtout pour la paix. Mais en tous les cas, on ne peut pas dire que c'est soit l'un, soit l'autre. C'est un mélange des deux. Bon, évidemment, nul ne peut savoir le pourcentage de l'un et de l'autre. Mais en tous les cas, une chose est sûre, les Russes, dans leur grande majorité, sont très très patriotes. Ça, c'est une certitude et il y a un consensus sur ce fait-là. Là, un article inhabituel de Ukraine Business News, donc là, côté économique, un grand journal économique ukrainien qui nous dit l'Ukraine a perdu 40% de sa population en âge de travailler. Bon, le chiffre est évidemment très sous-estimé, et c'est pour ça qu'il le publie. S'il publiait le vrai chiffre, ça ferait jaser énormément, ce serait même un scandale absolu. Donc, bon, à mon avis, c'est très sous-estimé, puisque avec la Russie qui attaque de plus en plus massivement l'Ukraine, la fuite des gens à l'étranger est de plus en plus massive et ils fuient à tout prix. Donc ça, c'est un chiffre de toute manière qui est très temporaire et qui ne peut qu'augmenter avec le temps. Et là, ils ajoutent obligeant les employeurs à augmenter les salaires et à embaucher des retraités. Là, vous voyez jusqu'où doit aller l'Ukraine pour continuer à fonctionner un tant soit peu. C'est de plus en plus difficile et à tous les niveaux. Donc manque de soldats sur le front, mais manque aussi de travailleurs pour le côté civil.
Alors dans cet article du Guardian, vous comprenez pourquoi Trump ne voulait plus donner de patriotes à l'Ukraine. Là, c'est dit, les États-Unis ne disposent que de 25% de tous les intercepteurs de missiles patriotes nécessaires au plan militaire du Pentagone. La faiblesse des stocks de missiles intercepteurs patriotes a conduit l'administration Trump à suspendre les transferts vers l'Ukraine. Donc vous voyez, tout cela est clair et transparent. Vous comprenez maintenant pourquoi je doute quand Trump dit qu'il va envoyer peut-être 10 missiles patriotes à l'Ukraine. Même ces 10 missiles, je doute qu'il les envoie réellement. Ce n'est que mon avis, nous verrons bien. Mais en tous les cas, là, c'est dit dans un grand média que le fait que les États-Unis n'ont plus assez de missiles patriotes. N'oublions pas, il va falloir réarmer Israël et il va falloir penser à une éventuelle nouvelle guerre avec la Chine, peut-être très bientôt. Donc vraiment, l'Ukraine, c'est le dernier des soucis en réalité du Pentagone. Dans la continuité de la problématique de se fournir en patriotes, on a Military Watch Magazine qui nous dit que l'armée américaine quadruple ses achats de missiles patriotes pour 40 milliards de dollars. Donc là, il y a 40 milliards de dollars qui est débloqué pour avoir ce qu'il faut en missiles patriotes. Vous notez que vraiment, c'est panique à bord côté Pentagone à ce niveau-là. Donc encore une fois, je le répète, l'Ukraine va passer bon dernier. Alors vous savez que Macron a rencontré Starmer et qu'ils ont énormément parlé défense, dont éventuellement partager la défense nucléaire. Alors Macron nous jure ses grands dieux que vous inquiétez pas, la France et l'Angleterre restent indépendantes sur le contrôle du feu nucléaire. Vous inquiétez pas, mais on va quand même partager nos moyens de défense. Bon, évidemment, tout ça, c'est pour dire on va essayer de remplacer les États-Unis pour la défense nucléaire. Il n'y a qu'un petit souci, c'est côté Angleterre, quoi que Macron dise ou fasse, ou même que Starmer dise ou fasse, le nucléaire anglais est complètement contrôlé par les Américains. Et oui, les Anglais se sont soumis ainsi depuis très 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 longtemps, donc ils ne peuvent rien faire. Donc de toute manière, notre nucléaire partagé avec l'Angleterre, ça veut dire que notre nucléaire est partagé avec les États-Unis. Donc vous voyez la grande ironie de la situation, qu'est le fait qu'ils veulent, pour le peuple, hein, pour le public, se débarrasser de cette dépendance américaine quant au nucléaire, mais au final, les deux, là, Starmer et Macron, vont être dépendants de la volonté américaine, puisque évidemment, Macron, lui, il est prêt à vendre la France entièrement. Il ne manquait plus que le nucléaire, j'ai envie de vous dire. Et ça va se faire par la bande via l'Angleterre, parce que si on partage notre nucléaire avec l'Angleterre, eh bien vous voyez très bien ce qui va se passer. En réalité, c'est les États-Unis qui vont avoir un contrôle de notre nucléaire. Alors pas du bouton nucléaire, quand même pas, quoi. Tout du moins j'ose l'espérer, mais tout du moins un contrôle de ce qu'on est capable de faire, de nos secrets industriels. Hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. Les spécialistes pour faire ce genre de coup bas, c'était les Allemands. Les Allemands, c'était les spécialistes pour voler nos secrets industriels, mais de manière tout à fait légale. Hein. C'est-à-dire que c'est nous qui étions d'accord pour que les Allemands nous piquent quelques secrets industriels, parce que bon, les Allemands, c'était les chefs et que fallait les écouter. Hein. Ils voulaient avoir le leadership, et bien nous, on était prêts à leur laisser le leadership. Voilà, c'est comme ça. Trahison habituelle de la France vis-à-vis des Français comme d'habitude. Mais bon, arrêtons la digression, revenons à nos moutons. Donc là, on a Macron et Starmer annoncent que 50 000 soldats sont prêts à sécuriser le pays après un cessez-le-feu. Après un cessez-le-feu, hein. Donc on en est encore très loin.
concernant l'Ukraine, bien entendu. Bon, évidemment, tout ça, ce ne sont que des mots. Je ne crois pas un seul instant que ça se concrétise, étant donné que la Russie n'acceptera jamais un cessez-le-feu. Donc tout ça me semble des plans sur la comète. Mais bon, en tous les cas, bon, bah, ça leur permet de faire diversion quant à leurs propres problèmes domestiques. Hein, ça, c'est leur spécialité à eux deux. En Angleterre, quand Starmer parle, c'est presque exclusivement sur l'Ukraine. Il y a presque que ça qu'il a en tête. Et bon, bah, Macron fait du Macron comme d'habitude. Donc bref, on a là les deux rois de la diversion. Ils se ressemblent beaucoup hein, sur beaucoup de points. Hein. On pourrait dire que Starmer, c'est un Macron bis. Hein. Ils se ressemblent sur énormément de points. Là, on a Breaking Defense qui nous dit la Pologne investit 662 millions de dollars pour augmenter sa production de munitions de 155 mm. Alors bon, la Pologne n'arrête plus dans des investissements militaires. Là, ils vont acheter énormément de chars de Corée du Sud. La Pologne a dit de toute manière très ouvertement, publiquement, qu'elle voulait devenir le numéro 1 en Europe quant à la puissance militaire. Et ils sont en train de tout faire pour cela, quelles que soient les difficultés économiques de la Pologne. Car oui, la Pologne est en grande difficulté économique et en réalité, la Pologne, sans les subsides de l'Europe, eh bien, la Pologne ne pourrait strictement rien faire, bien évidemment. Parce qu'en réalité, tout cet argent magique que sort la Pologne pour tout un tas d'investissements militaires, hein, qui se comptent en milliards et en milliards d'euros, eh bien, en réalité, c'est l'Europe qui paye. En réalité, c'est pas la Pologne. Et là, on a l'Allemagne qui envisage l'achat de 1000 chars et 2500 véhicules de combat d'infanterie. Car oui, l'Allemagne a maintenant le même plan que la Pologne, devenir numéro 1 de la défense en Pologne. Friedrich Merz, c'est un fanatique militaire pour la défense, bien évidemment pour contrer la Russie, bien entendu. Donc là, c'est noté, l'Allemagne envisage un vaste plan d'acquisition de matériel de défense d'une valeur pouvant atteindre 25 milliards d'euros pour acquérir des milliers de nouveaux véhicules blindés et chars de combat. Voilà, visant à atteindre les objectifs de génération de force de l'OTAN et renforcer la dissuasion contre la Russie. Donc bien entendu, l'Allemagne qui est en difficulté économique peut se permettre ce genre de dépenses complètement folles pour une menace imaginaire qu'est la déferlante russe en Europe, bien sûr. Donc tout ça est du plus haut ridicule et pourrait en réalité être vu comme de la haute trahison vis-à-vis de son propre peuple. Bon, il faut savoir que Merz, c'est un ancien haut responsable de BlackRock. Ceci explique cela. Bref, c'était le dernier article. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description si vous appréciez mon travail. En tous les cas, merci à tous de partager mes vidéos afin que ma chaîne soit mieux connue. Merci encore à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.